J'aurais aimé être le premier qui a acheté du Bitcoin, mais je suis pas dans la première vague. Moi, je suis dans la deuxième vague. OK, cool, il y en a assez qui ont testé l'eau. Moi, je vais rentrer dedans. Pour moi, la game de l'investissement, c'est que tu achètes un rêve. C'est comme un peu un billet de loterie à la fin de la journée. Hein. T'achètes pas le billet de loterie pour gagner, tu achètes le billet de loterie pour le petit rêve qu'il te donne entre le moment que tu l'achètes et entre le moment que tu vas aller faire scanner ton billet. Mais il a créé un des premiers protocoles pour miner du Bitcoin et lui, il avait un pourcentage de ça. Et il a donné, le protocole il est encore utilisé, il l'a donné à la communauté. Il s'est mis multimillionnaire avec le Bitcoin et il minait ça quand c'était à peine $1. Oh wow, il a investi 1000 piastres puis il a fait 3 millions. De courir après ça, faut être hyper chanceux pour que ça arrive. Et si tout le monde t'en parle, ça veut dire que c'est déjà passé. Quand ça descend, achète ou fais rien. Quand ça monte, fais rien ou vends. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va commencer une série d'interviews et j'ai le plaisir de vous présenter Jonathan. Salut Joe, ça va bien? Ça va toi? Yes, carrément. Merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation surtout. Ça fait plaisir. Je suis très content qu'on prenne ce moment ensemble pour discuter crypto. Fun fact en fait, Joe, on s'est rencontrés au magasin où je travaille et puis je sais plus trop comment, mais on est tombé à parler de Bitcoin et de crypto. En fait, je m'en souviens exactement comment c'est vrai, tu te rappelles? Oui. C'était quoi? J'ai acheté une lentille pour mon appareil et tu m'as demandé comment que j'étais pour payer. J'ai dit, tu prends les bitcoins, t'as la blague. Ah, voilà. Et c'est parti comme ça. Et là, j'ai vu tes yeux s'illuminer. C'est ça. Et après, à chaque fois que tu venais, on parlait, et je me rappelle une couple de fois, t'as quitté le magasin en mode, merde, on a parlé crypto, mais j'avais oublié de te demander mon reçu ou des trucs comme ça. Donc, exactement, ouais. C'est devenu un peu un sujet, voilà, qu'on aborde à chaque fois. Et puis, du coup, je t'ai proposé de faire un épisode où on va pouvoir discuter un petit peu plus longuement. Je voulais, apprendre à mieux te connaître. Et puis, aussi, je pense que, les discussions qu'on va avoir, ça peut aider les gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie aussi à comprendre un peu mieux. Et vraiment, l'objectif de cette série d'interviews, c'est de présenter des gens de backgrounds différents. Je pense que Bitcoin va résonner chez chacun de nous d'une façon différente. Et c'est intéressant, du coup, de voir que c'est quelque chose de très très large. Ça peut toucher autant à la technologie qu'à l'art, que à la société, à la politique. Donc moi, c'est ce qui me fascine et qui me passionne dans la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, je veux ta vision, Joe, du Bitcoin, de la crypto, ton monde à toi. Comment t'es tombé là-dedans? Fait qu'on peut peut-être commencer par une petite présentation. Est-ce que tu veux te présenter? Bien sûr, Jonathan de prénom. Alors, je suis tatoueur et peintre depuis les 20 dernières années. Et je suis tombé dans la crypto, au fait, c'est un peu drôle. Puis je fais un peu, je reviens à ce que tu as dit, que c'est chaque background. Tout le monde est différent dans la crypto. Puis j'ai découvert la crypto à cause des clients qui sont venus se faire tatouer. Et un des clients m'a dit, je te donne un pourboire. Je parlais de Bitcoin, mais j'étais pas, ça me tentait pas tant. Je comprenais pas. C'était en 2016, je crois. Je comprenais pas. C'était compliqué. Puis j'étais un peu fermé sur l'idée. Il voulait me payer son tatouage avec du Bitcoin. Est-ce que je me tape sur la tête en ce moment de ne pas avoir pris le 3000 $ en Bitcoin en 2016? Oui. Tu te rappelles à combien il était à ce moment-là? Ah non, je sais pas. Faudrait regarder, mais je sais que le tatouage de 2-3 000 $ aurait valu beaucoup plus cher maintenant. Donc, fast forward en 2019, j'ai un client qui me parlait de la crypto aussi. J'étais encore un peu fermé au truc, un petit peu plus intéressé, j'écoutais un peu plus, mais à la fin du tatouage, il m'a dit, je te donne un pourboire, mais je te le donne en Bitcoin. Donc, t'as pas le choix de t'ouvrir un compte. Donc, j'ai ouvert un compte BRD. Okay. Je sais pas si ça dit quelque chose ou si c'est une application wallet quelconque. Donc, j'ai ouvert un compte là-dessus, puis il m'a envoyé des Bitcoins en pourboire. Et c'est là que ça a commencé. J'ai vu le pourboire monter, descendre, mais là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Ouais, du coup, tu l'as pas cash out, le pourboire. Tu t'es juste dit, je laisse ça là. Je vais voir c'est quoi. Ouais, c'était 100 $, là. C'était pas des masses. Donc, je me suis dit, je vais attendre. Puis j'ai un autre client. Même chose. Il arrêtait pas de me parler de crypto, mais lui, c'était un adepte de XRP. OK. Donc, il m'a dit, il me donnait un pourboire aussi, mais en XRP.
Donc, c'est là que je me suis ouvert un compte Binance et qui m'a envoyé ça. C'est là que j'ai commencé à faire les transactions et à plus comprendre comment ça marchait. Et maintenant, le reste, c'est de l'histoire. Le rest is history. Oui, je suis rendu complètement, comme les discussions qu'on a eues, complètement accro au truc d'investissement. J'ai quand même été un bon bout dans les investissements traditionnels avant. C'est un peu là que j'ai fait mes sous pour aller investir dans la crypto après. Mais j'ai des amis, pendant que j'investissais dans le marché traditionnel, eux, ils ont commencé en crypto et j'en avais un peu, mais j'étais encore froid à l'idée un peu. J'étais pas trop sûr. C'était très volatile puis tout ça. Puis on dirait que ça me faisait peur. Puis c'est après le plus gros de mon investissement, il a été fait en 2020 au fait, juste avant le dernier bull run qu'il y a eu. Donc en crypto, là, tu parles. Ouais, exact. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que je me posais la question justement si tu avais commencé par la traditionnelle ou par la crypto. Donc tu dis plutôt par la traditionnelle. Ça fait combien de temps que tu investis, on va dire, plus largement? J'ai commencé à investir, je dirais, en 2005-2006. Ok, donc tu avais quand même un bon background sauf que là-dedans. C'est pas moi, oui, mais c'est pas moi qui le gérais par contre. J'avais un planificateur financier. Puis au fait, c'est ce qui était mon coloc. Il m'avait comme embarqué dans le truc. Ouais, exact. Au crash qu'il y a eu, on dit que quand on commence à investir, on apprend de nos erreurs. On n'a pas le choix. Il faut passer par là. Puis même si on a quelqu'un d'expérimenté à côté de nous qui nous prend la main, on va quand même prendre des décisions stupides parce qu'on pense qu'on sait mieux. Absolument. Donc, j'ai fait toutes mes erreurs. En 2008, le gros crash qu'il y a eu. T'as vécu ça, du coup, ouais. J'ai vécu ça. J'ai vu mon portfolio descendre drastiquement et j'ai eu peur et j'ai presque tout retiré. Donc, mais j'ai laissé, je pense, 500 balles dans le truc, là. Mais j'ai retiré le reste. 10 ans plus tard, qui est évidemment mon planificateur financier qui est plus mon coloc, j'ai recommencé à le retatouer. Et là, il m'a dit, regarde le 500 $ que tu as laissé, à quoi qu'il est devenu. Là, j'ai fait juste en 10 ans, il était rendu pour, on va dire, 2000 ou un truc comme ça. Parce qu'il continuait de gérer tes finances. J'avais 500 balles. Je gérais pas. C'était juste là, puis c'est tout. Tu sais, puis à rien faire, ça a fait ça. Donc, c'est là que ça a comme décroché un petit truc. Là, j'ai commencé vraiment à investir à tous les mois, à toutes les 2 semaines. Et après, j'ai un autre ami qui m'a embarqué dans les stocks de technologie que j'ai commencé à trader moi-même. Donc Tesla, Apple, Microsoft, tous ces trucs-là. J'ai fait une bonne base de cash, comme on dit en bon québécois, avec Tesla. Okay. Et ce qui a financé majoritairement mon investissement en crypto après. J'ai tout transformé mon portfolio en crypto. C'est vrai qu'on peut faire souvent le parallèle entre les sociétés technologiques. C'est vrai que Tesla, ça évolue quasiment comme une crypto en termes de volatilité. On a eu des choses vraiment dingues pendant aussi la pandémie où on était vraiment dans une conjoncture économique complètement inédite, hein, où on imprimait de l'argent et puis on injectait ça, les gens pouvaient pas consommer, donc ça partait tout sur les marchés. C'est là qu'on a eu aussi, AMC, on a eu GameStop et toutes ces histoires-là. Ah oui, GameStop, oui, exact. Ça, je m'en souviens de ça. J'ai embarqué, oui. T'as embarqué dans GameStop aussi, ouais. J'ai essayé, mais j'ai perdu. J'ai pas été... C'était un rocket, ouais. Ça, c'était encore un délire. Mais ouais, non, c'est intéressant de voir effectivement technologie. Et puis aussi, je pense que en fait, c'est intéressant de voir comment, à un moment donné, quelque chose, un actif qui peut être considéré ultra risqué, va devenir ensuite, on va dire, monnaie courante. Comme par exemple, si tu remontes dans le temps, les investisseurs, les actions, c'était vu vraiment comme la partie un peu plus risquée de ton portfolio, et les gens allaient plutôt investir sur des obligations d'État, des choses comme ça. Et aujourd'hui, les actions, c'est la base de n'importe quel portfolio, et la crypto, ça reste une petite partie, en théorie, hein, on pourra en parler après, mais une partie plus risquée en tout cas. Et tu vois, moi, c'est en tout cas un de mes sentiments, c'est que la crypto va se démocratiser à un point que ça sera classique comme les actions. Tu auras de l'Ethereum comme tu vas avoir du Apple ou du Amazon, tu vois. Je suis 100% d'accord. Je parle que la crypto, c'est risqué drôlement dans ceux qui sont, j'ai l'expression anglaise évidemment, là, mais quand tu es seasoned dans la crypto, sur mes cryptos, j'en ai 16, mais j'ai mon portfolio de risqué à non risqué dans la crypto. Dans la crypto, c'est ça. C'est ça que je trouve drôle, c'est que c'est parti vraiment que la crypto, c'est risqué. Mais quand ça fait longtemps ou quand tu as vécu un bull run puis un bear market, tu dis, OK, je vais mettre dans le Bitcoin puis Ethereum, c'est le safe.
C'est ça. C'est ça que je trouve drôle dans mais faut vraiment s'habituer parce que la volatilité de la crypto, on s'entend, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Je sais même pas si les stocks, il y a déjà eu de la volatilité comme ça. Peut-être avec les stocks comme Amazon, tout ça. Ouais, je pense à la bulle Internet, il y a eu quand même Oui, des délires comme ça un peu, ouais. Mais autant à tous les jours, depuis que ça existe, c'est un moment incroyable pour être en vie. Oh man, je suis tellement d'accord. L'investissement. C'était la conclusion de ma vidéo YouTube du jour que j'ai pas encore publiée, mais je disais ça là, c'est tellement passionnant d'être là en ce moment parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et je sais pas toi, mais moi ça me fait l'effet quand je vois les gens justement, quand tu regardes les stock traders. D'ailleurs, il y a beaucoup de mimes là-dessus qui passent sur Twitter. Mais tu sais, il y a toujours le symbole du roller coaster. Et quand tu vois les baisses, ce qu'ils appellent une baisse sur le marché des actions. Ouais, ça me fait rigoler, quoi. C'est 2-3%. Les gens, ils sont en panique, mais tu dis, mais 3%, il se passe rien, là, ça bouge pas. Parce que nous, on est habitué à une volatilité de crypto et on dirait qu'on devient des espèces de barbares, genre, il y a plus rien qui nous font peur. C'est incroyable. Si ça monte pas, c'est comme en ce moment, le Bitcoin qui a quand même augmenté beaucoup on va dire dans les 3 derniers mois. Mais parce que ça l'arrête drastiquement puis qu'il prend un breather, on est comme, c'est plate. Après une semaine, c'est plate. Qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors que le truc, tu vois, il a pris 200%, c'est incroyable. Bitcoin est rendu à quoi, 118% à date, je pense, à cette sur année, je crois, même quasiment plus. Ouais, on est passé proche des 40 000. Bah, ça, c'est la prochaine étape. Mais, ouais, non, c'est incroyable. Ben, moi, je me considère chanceux, parce que j'ai quand même acheté Bitcoin assez bas. Puis j'ai pas l'intention de le vendre. Moi, c'est vraiment un projet. Sur le bear market ou c'était des restants du précédent bull market? Moi, j'avais acheté Bitcoin à 7000. OK. Quand il était à 7000, je dis 7000, je vais dire c'était 7000 canadiens, donc 4000 US dans ce coin-là. Ouais, c'était le plus bas, en tout cas 2020. C'est le COVID, je pense que c'est le COVID. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est exactement ça. T'as acheté le bottom. J'en avais acheté là un peu. Excuse-moi, mon chien. Et j'en avais acheté là un peu. J'ai laissé aller. J'ai trouvé ça vraiment épeurant. Ça l'a augmenté. J'ai fait des sous, j'ai retiré. C'était pas des masses, donc c'est pas. Dans ma tête, un profit, c'est un profit. Faut pas. Si on commence à se taper sur la tête et à dire j'aurais dû. Si tu vends un profit, c'est un profit, c'est tout. C'est sûr. Après, j'en ai racheté au plus bas. Moi, j'ai vraiment, en fait, j'ai un peu. Un de mes amis qui m'appelle, il dit que je suis kamikaze, au fait. Parce que je suis all-in. À toutes les fois que ça baisse, j'en achète. J'ai aucun. Il y en a qui disent que le DCA, c'est la meilleure façon, et j'y crois. Parce que je l'ai fait pendant des années avec le marché traditionnel. À tous les mois, le même achat, la même journée. Et j'ai eu les preuves. En 7 ans, j'avais doublé et plus mon argent. Donc, je sais que ça marche. Mais pour une raison inconnue, en crypto, je suis incapable d'avoir cette discipline. Je souhaite juste que ça crash le plus bas possible pour mettre le plus d'argent possible. C'est un peu ma technique en ce moment. Mais alors, c'est une super bonne technique et moi, je me pose souvent la question. Donc, acheter sur du rouge, c'est toujours une bonne idée à mon avis. Donc, on dit buy the dip. Est-ce que tu attends un certain niveau de retracement? Est-ce que tu fais un peu d'analyse technique ou juste attends une journée, tu le sens, tu dis, OK, là, la baisse, elle est importante, j'achète. Tu vois, pour pas aussi attendre trop parce que des fois, on attend et on n'achète jamais. Je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas si tu as un conseil à donner peut-être là-dessus. L'analyse technique, au fait, bon, après, mon cerveau, moi, c'est d'être le plus paresseux possible. J'adore faire des recherches, mais j'adore faire des recherches sur des gens qui ont fait des recherches. Okay. Donc, c'est de me trouver, au fait, c'est de me trouver des gens qui ont une crédibilité dans le marché. Et après, je les suis. Si je peux nommer un que j'adore, BC Backer. OK. Il y a un YouTube channel, puis lui, il fait de l'analyse de chart et il est absolument incroyable. Je le suis, ça fait 3 ans maintenant. Et je pense qu'il a collé le Bitcoin 2 fois le prix à 5 $ juste. Juste avec l'analyse de chart et tout ça, je trouvais ça fascinant. Après, je le suis pas. Je fais pas la même chose que lui parce que à toi, si tu fais tes erreurs, il n'y a pas personne qui dit quoi faire. Évidemment, comme tous les autres channels, il va dire que c'est pas c'est pas un conseil en investissement. C'est pas un conseil en investissement. Ouais. Mais bon, ça naît un peu en même temps. Il te donne la température, quoi. C'est un indicateur. Exact.
Ouais. Exact. Ou comme un autre qui a énormément de crédibilité, Raoul Pal, que c'est un macroéconomiste, puis il fait ça justement pour nous, le petit peuple, on va dire, tu sais, qui veut nous montrer qu'est-ce qui se passe dans la macroéconomie, dans le monde, tout ça. Je trouve que quand tu as trouvé des personnes comme ça, faire l'analyse, et encore une fois, c'est très personnel, de tous les tokens, pour moi, c'est un peu une perte de temps. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Fait que j'ai juste, je connais pas, j'aime ça l'investissement, mais je suis pas non plus calé en crypto. J'ai acheté la Bible du Bitcoin, là, comment que ça fonctionnait. J'ai lu la moitié du livre, mais je m'endormais à la moitié du temps. C'était super complexe, les protocoles, c'est ça. Moi, je suis plus, on va dire, un investisseur. J'aurais aimé être le premier qui a acheté du Bitcoin, mais je suis pas dans la première vague. Moi, je suis dans la deuxième vague. OK, cool, il y en a assez qui ont testé l'eau. Moi, je vais rentrer dedans. Mais après ça, quand j'y vais, par exemple, j'y vais à fond, je dis OK, j'ai été all-in. Ça, c'est vraiment malin parce que c'est le moment, c'est le cycle d'adoption où tu as le meilleur risk-reward. Parce qu'en vérité, c'est facile après coup de voir ceux qui ont investi au début, mais il y avait beaucoup de chances qu'il se passe juste rien en fait, et on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Toi, tu es arrivé à un moment du coup intéressant parce que le Bitcoin était rendu, avait déjà fait ses preuves d'une certaine façon, avait montré sa résilience face déjà. Donc, si tu es rentré en 2017, tu m'as dit? Oui, j'ai commencé à tester en 2017. On va dire 2020 solidement. Donc, il s'était tapé déjà un très gros bear après le bull de 2013. Donc tu es rentré à un moment, et en même temps on reste très early, même aujourd'hui, tu vois, là je suis convaincu moi que c'est le cycle de l'adoption des institutionnels, c'est pas une surprise pour personne, et bon, je pense qu'on est encore tôt dans la game, mais le bull run d'avant c'était vraiment, tu t'étais très bien positionné au niveau du timing. J'ai pas pris de profit, j'ai été... alors, parlons-en. Ben écoute, ça l'a monté, puis dans ma tête ça montait plus haut, ça l'a redescendu, mais j'ai jamais été déçu, parce que pour moi, la game de l'investissement, c'est que tu achètes un rêve. C'est comme un peu un billet de loterie à la fin de la journée. Hein. Tu n'achètes pas le billet de loterie pour gagner. Tu achètes le billet de loterie pour le petit rêve qu'il te donne entre le moment que tu l'achètes et entre le moment que tu vas aller faire scanner ton billet. L'investissement, je le vois comme ça un peu. C'est de l'argent que j'ai pas de besoin. Donc, je le laisse là. On voit ce qui arrive. Moi, tant que c'est pas dans les 7 chiffres, mon portfolio, j'y touche pas. C'est aussi simple que ça. Donc, toi, tu veux de la fuck you money. En attendant, tu touches rien, tu sors rien, tu fais même pas de rotation, prendre des profils. Je fais des rotations. Okay. Oui, j'ai fait quelques rotations. J'avais donné un exemple, j'avais acheté Chronos c'était quoi, crypto.com, je pense, c'est le token de crypto.com. Et ça faisait rien, c'était super bas, ça me stressait un peu, fait que j'ai tout changé pour XLM. Okay. Puis j'ai doublé d'où ce que Chronos était avec XLM. Donc après ça, je fais des rotations dans le portfolio, mais je prends aucun profit. J'ai pas. Je vais revenir, je veux toucher un peu sur qu'est-ce que tu as dit parce que j'ai entendu parler justement avec BC Backer qui avait une opinion sur le truc des institutions. En ce moment, le narrative de l'institution et du ETF est très fort, mais ça revient à chaque début de bull run, ce narratif-là. Et ça n'arrive jamais. Donc, je t'avoue que moi, je crois pas au ETF encore. D'accord. Ah, mais ça, c'est intéressant. J'y crois pas encore. Je vais, quand ça va... Au fait, je sais qu'il y a des gens en ce moment qui achètent beaucoup à cause de ça, mais ça l'aide, oui, avoir du FOMO, ça l'aide un peu le marché. On s'entend. Tu sais, je veux dire, ça crée de l'engouement, puis les gens ils s'intéressent un petit peu plus à ça. Sauf que pour les gens comme nous, pour toi, je sais pas si t'es encore, je sais que toi t'aimais bien le trading, mais moi c'est plus à long terme. C'est des gens qui vont s'en aller, donc on va avoir, s'il n'y a pas de ETF, la drop que Bitcoin va se prendre, ça je suis convaincu de ça. Ça va descendre. Puis en même temps, il y a une petite partie de moi qui souhaite que le ETF arrive parce que, écoute, ça va être incroyable pour le prix du Bitcoin. Mais en passant que je veux rien retirer, pour moi, ça change pas grand-chose. Non, c'est ça, de toute façon. Mais tu vois, je suis content que ne serait-ce même que tu dises ça. On donne pas de conseils en investissement classique, on refait on va dire la base du truc, mais
je trouve ça intéressant de pas prendre pour acquis effectivement certaines narratives. Moi, je sais que c'est ce qui m'a piégé sur le dernier bull run, justement, un peu. OK. Je m'attendais à un blow off top, comme on dit, avec vraiment une montée parabolique, parce que c'est ce qui s'était toujours passé. Et en fait, là, on a eu un espèce de sommet arrondi avec un double top, et beaucoup de gens se sont fait piéger. Après, on a dit, ah non, mais c'est un super cycle. Mais c'était du coup, quand ça même va parabolique. remonter. C'était parabolique, mais on est remonté. Après, il y a eu les alts. Alors sur les alts, c'est parti en parabolique, mais le Bitcoin, si tu regardes graphiquement, il est plus arrondi. Et après, on disait, ah, mais c'est une grande consolidation, et donc du coup, ça va repartir. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est que à chaque fois, on dit cette fois-ci, ça sera différent, et en fait, souvent, ça se répète. Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à ça. Alors moi, je crois quand même que ça va être différent ce cycle-là. Hein. On a le droit d'y croire. La beauté de dans tout ça, c'est qu'on n'en sait rien. Mais moi, je trouve que qu'est-ce qui a changé déjà, c'est que tu vois, par exemple, le Salvador. Alors c'est à la fin du bull run, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. La première fois qu'un pays a accepté, a choisi de prendre le Bitcoin comme monnaie officielle. Et là, je ne sais pas si tu as suivi, mais dimanche, le président argentin, exactement. Donc lui, il est contre les banques centrales. Il veut même destituer la banque centrale en Argentine. Et lui, il est très pro-Bitcoin. Donc ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Là, on est à un level présidentiel, donc gouvernement des pays. Alors ça reste des petits pays, c'est pas les États-Unis, on est d'accord, mais c'est exactement, c'est quand même des petits pays, mais il y a aussi, faut voir le IMF dans tout ça. Comment, je suis loin d'être capable de dire d'expliquer tous les engrenages de ces trucs-là, mais le IMF a beaucoup à dire dans ces choses-là. Bien sûr. J'ai hâte de voir la suite de tout ça. Non, absolument. C'est un peu, mais c'est encore une fois, comme on l'a dit tantôt, c'est vrai, it's a great day to be alive. Là. Ouais, non, clairement. C'est vraiment cool. Puis tu sais, il y a le côté aussi buy the rumors, sell the news, comme on dit. Et j'ai commencé à avoir une théorie que je trouve intéressante, où certaines personnes disent que jusqu'à maintenant, tu sais, le Bitcoin, c'est un peu une horloge suisse qui était timée au cycle du halving. Et on sait que l'année prochaine, il y a le halving donc de Bitcoin. Et comment ça joue pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en gros la rémunération finalement de la création du Bitcoin est divisée par 2. Donc ça crée vraiment un déséquilibre entre l'offre et la demande, vu que la demande elle augmente tout le temps. Ça c'est une des seules constantes quasiment. Donc oui, c'est très volatile sur le prix, mais le nombre, on va dire l'intérêt, il continue lui d'augmenter en ligne droite. Et de l'autre côté, l'offre du coup elle va diminuer. Donc généralement c'est ça qui va créer qui va lancer un peu les bull runs. Alors ça se passe pas le jour même, mais un peu avant ou un peu après, on va avoir des grands mouvements. Et en fait, il y en a qui disent que peut-être que les ETF pourraient, d'une certaine façon, devancer le bull run. Ça partirait peut-être plus tôt que prévu. Et peut-être qu'au moment aussi où on s'attend à, le halving, il va avoir tel effet, et ça sera peut-être déjà la fin, en fait, d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et on sera dans le sell the news. Je sais pas à quel point, tu vois. Après, c'est sûr que ça va. Tu sais, je dis que je veux pas vendre. Après, si je vois mon portfolio dans les 6 chiffres avancés, et puis peut-être que je vais prendre un peu de profit à ce moment-là. Je vais voir le ETF changerait peut-être un peu la donne. Je pense que c'est OK. C'est correct d'avoir un plan, mais c'est correct de réajuster son tir aussi. Ouais, absolument. C'est une marge de manœuvre. Pendant que le moment se passe. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais là, par exemple, moi, je pense que la liquidité qui va être apportée sur le Bitcoin fait qu'au final, tu feras plus une plus-value comme tu aurais pu faire à l'époque. Tu sais, je pense que c'est terminé les 10x sur Bitcoin. Peut-être si tu achètes le plus bas, tu revends au plus haut et tout. 2030. Oui, voilà. Ou tu étires ton horizon de temps. Mais je pense par contre que ça va bénéficier à tous les autres projets. Les grosses altcoins, donc on pense à Solana, Ethereum, Cardano et d'autres. Solana, c'est une dinguerie. Alors, Solana, tout le monde me dit de pas acheter ça, et j'en ai acheté quand c'était $12, et je t'avoue qu'en ce moment, à 60, je suis assez content. Ah, oui, mais moi aussi, je suis content, man. C'est un très, très beau projet, Solana. Ça, cool. Ah! Tu parlais du halving du Bitcoin. Ouais. Raoul Pal, il a fait une recherche, il appelle ça des Everything Theory Thesis, un truc comme ça. Et pas tant rapport avec ça. Si on retourne au début du Bitcoin, au fait, donc le halving, c'est à chaque 4 ans. Ou si on veut être plus exact, il y en a quelques-uns qui ont été à 3 ans et demi, mais c'est jamais vraiment 4 ans. Et c'est
toujours en même temps que le cycle monétaire recommence et que les gouvernements recommencent à imprimer de l'argent. Donc, est-ce que ça adonne comme ça? Ou c'est vraiment parce que le cycle monétaire recommence? Ah, c'est une coïncidence, peut-être? Exactement. Ah, lui, au fait, il est sûr que c'est une coïncidence. Au fait. Il est sûr que la halving n'a pas un aussi gros lien qu'on pense avec la montée du Bitcoin. Oui, puis après, c'est une prophétie qui s'autoréalise parce qu'en fait, si tout le monde dit parce qu'il y a l'halving, ça augmente et tout le monde y croit, bah, tu sais, c'est un peu comme l'analyse technique. Il y a des gens qui disent que c'est une prophétie qui s'autoréalise. Si tout le monde dit OK, c'est un support, ça rebondit, on achète les supports, bon, bah, forcément, il joue donc son rôle de support puisque le prix va rebondir dessus, tu sais. Fait que c'est toujours effectivement à prendre avec un petit grain de sel, comme on dit. Mais alors là, tu parles de fondamental, je trouve ça intéressant et je voulais te poser la question. Est-ce que toi, quand tu analyses la crypto, alors donc j'ai compris que tu n'allais pas nécessairement deep dans l'analyse technique, mais c'était plus ton intuition, certaines personnes que tu estimes avec un avis intéressant et pertinent sur le sujet. Est-ce que tu essayes de mettre l'analyse de la crypto dans un contexte plus large, incluant donc les marchés, l'économie, par exemple les actions aux États-Unis, peut-être les dettes, tout ça? Ou est-ce que pour toi, tu l'étudies lui-même en fait, avec la crypto qui a ses propres enjeux, son propre univers d'une certaine façon et peut-être décorrélé du reste? C'est son propre univers si on part de la base que c'est décentralisé, que c'est l'argent du peuple. Ça, c'est son propre univers. Ça, je comprends comme la décentralisation, tous ces trucs-là. Sauf que ça reste que, tu sais, Bitcoin, il y en a qui disent, Bitcoin fait son truc, il continue à monter. Non, Bitcoin fait son truc parce que les gens en achètent. Si les gens d'un matin arrêtent d'en acheter, il fait plus son truc. Si les gens d'un matin décident de dropper le Nasdaq au complet, Nasdaq, il fait plus son truc. Donc, je pense que c'est important de pas non plus, c'est peut-être le côté plus traditionnel en moi qui parle de ce côté-là, mais je pense que c'est important de garder quand même la réalité que ça fait de l'économie quand même en général, parce que la seule différence avec Bitcoin et le reste de l'argent, on va dire la crypto, c'est que tout le monde a le droit d'investir dedans sans se faire chier par le gouvernement, sans se faire dire « Oh, t'as pas le droit ». Tu sais, comment ils appellent ça, investisseur, tu sais, quand tu as le droit d'acheter, quand tu vas à la banque, tu as juste le droit d'investir dans des trucs privés. Ouais. Si tu es un investisseur accompli, là, je me souviens plus du terme exact, mais ça, c'est tellement... Tu as le droit, par rapport au gouvernement ici, tu n'as pas le droit d'investir dans une run privée de, on va dire Tesla ou un truc comme ça d'une compagnie, parce que tu as en bas de 1 million de dollars. Tu es jugé, tu n'es pas un investisseur qui connaît les trucs, c'est trop risqué. Par contre, le gouvernement te donne le droit de prendre mettons que tu as 700 000 dollars dans les poches, tu n'as pas 1 million, tu as le droit de prendre ton 700 000, d'aller au casino puis de claquer au complet en une soirée. C'est dingue, hein? Moi, c'est cette partie-là que je comprends pas. Donc, la crypto vient à ça. C'est que je me dis, là, peu importe le montant d'argent que tu as, on a la chance d'investir dans une compagnie qui commence, qui est au début. Au fait, on a devancé toutes les banques, on a devancé le gouvernement, on a tout devancé ça parce qu'ils ne croyaient pas. Puis c'est ça qui est intéressant dans le truc, c'est que le peuple a comme décidé, non, on va garder ça. Ça marche. Fait que c'est ce côté-là, on va dire un peu anarchiste, un peu c'est l'argent du peuple, c'est pour nous, mais ça reste que on dit ça, mais en même temps, on a tellement hâte que l'institution en achète pour que ça monte plus. C'est un parce peu que là, c'est eux la dumb money et c'est nous la smart money qui nous sommes positionnés avant. Pour la première fois, les rôles sont inversés. Bah, j'exagère un peu parce que derrière. Pour nous. Oui, pour ceux qui sont déjà dans la game, ouais. Parce que quand tu as acheté Bitcoin, on va dire que si tu as acheté Bitcoin à 69 000, oui. En ce moment, ben, c'est pas la même. Toi, tu as besoin d'eux pour que ton revenir à l'équilibre. Remonte. Ouais, juste à l'équilibre. Ouais. Exactement. Mais le DCA a bien fonctionné pour moi parce que toute la descente, j'ai racheté. Et là, Bitcoin n'est même pas revenu à la moitié, à 50% de ce qui était avant. C'est déjà... je break even déjà. Ouais. Mais tu vois, j'avais pas pensé à ça que dans les investissements traditionnels, nous, on peut se faire interdire d'investir dans telle ou telle chose. Mm-hmm.
Et là, en fait, c'est inversé, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui aimeraient investir en Bitcoin, mais qui attendent leur autorisation. Là, tu sais, c'est vraiment la Fed qui doit dire, OK, on approuve l'ETF, ça y est, vous pouvez investir. Alors, pour le compte de vos clients, mais aussi pour eux-mêmes, on peut imaginer. Donc, ouais, c'est intéressant. Ils en ont déjà. Je pense que justement, le fait que Bitcoin, puis tout ça, tu sais, il y a des wells, il y a des portefeuilles qui sont gavés de Bitcoin. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, des gens riches, il y en a, mais il y en a-tu à ce point-là? Tu sais, je pense que les gouvernements, ils ont déjà rentré là-dedans. J'avais même lu, je me rappelle plus c'était quel fonds de gestion, mais c'était un fonds de gestion qui disait même, bon là, comme beaucoup, hein, ils ont tous retourné leur chemise, mais il disait que Bitcoin c'était une arnaque et tout. Et en fait, il y a un gars, je crois que c'était, non, j'oublie le fond, mais le gars avait acheté même du Shiba Inu, quoi, un truc de, un truc. Tu parles américain, ça? Ouais, c'est un truc YOLO comme ça. Le PDG avait acheté. Ouais, je pense que c'est ça. Il avait acheté du Shiba. T'es comme OK. Donc tu dis à tes clients et tu dis publiquement que le truc est un scam. Et derrière, t'achètes du Shiba et tu fais du fois 50, fois 100. Ouais, mais c'est un truc qui est vieux comme la lune. Hein. Il y avait un milliardaire encore là. Le nom m'échappe parce on les entend tous en ce moment. Là. Puis je t'avoue que j'ai pas pensé parler de lui. Mais c'est lui qui avait le cuivre. Il possédait beaucoup de cuivre. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi le cuivre maintenant vaut si cher? C'est que il a décidé de commencer à vendre son cuivre, à dumper, puis à commencer à dire que le cuivre, c'était de la merde. Les gens ont commencé à vendre et il a tout racheté en dessous. Donc, quand on entend les médias, le Bitcoin, c'est de la merde, le Bitcoin, non, faut pas acheter ça, vous allez perdre votre argent, tu vois des publicités. Puis, tu vois ça seulement quand Bitcoin est super haut, hein, les publicités comme ça, parce que quand Bitcoin est bon, on n'en entend pas parler. Mais les médias, puis j'ai vu des pubs gouvernementales complètement stupides sur mon YouTube dans les ads par rapport à la crypto, mais seulement l'année passée de pas en acheter. Maintenant, on n'en voit plus de ça. Non. Il y a 2 ans, en fait, il y a 2 ans. Mais on n'en entend plus parler de ça. Mais en même temps, pour eux, ils veulent se positionner dans le truc. C'est ça. Et quand ils seront positionnés, ils vont te dire d'en acheter pour que tu fournisses la liquidité de sortie. Après, ils vont juste manipuler les marchés. Les gens parlent que la crypto, c'est... Oui, c'est pour tout le monde, comme je disais tantôt. Sauf que de la manipulation de marché, il va toujours en avoir. Ouais. Si Michael Saylor de MicroStrategy décide de vendre ses 158 000 bitcoins, là, il va manipuler. Il va jouer. Après, les gens ils disent mais c'est pas grave, les gens vont le racheter. Oui, mais ça va faire baisser le prix énormément. Mais oui. Il y a quand même beaucoup de opium dans le truc de la crypto parce que de la manipulation, il va toujours en avoir. Fait, tu sais, c'est comme la SEC aux États-Unis qui justement dit il y a trop de manipulation. Il y a de la manipulation même dans les marchés traditionnels. Absolument. Tous les jours là. Donc c'est un peu. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Moi je suis à fond là-dedans, je suis vendu à ça, mais je garde quand même l'esprit ouvert que la manipulation il va en avoir. Que peut-être qu'ils vont écraser les marchés jusqu'à temps qu'il y a plein, les gens là qui lâchent tout là, qui s'en vont parce que ça baisse plus. Mon but à moi, c'est je suis maître maintenant de contrôler mes émotions. Ouais. Simplement. Que ça descende ou que ça monte, je m'en fous. Ça change rien. Moi, c'est 2030. C'est mon but. Après, j'ai 16 tokens quand même dans mon portfolio. Chaque token, j'ai ma stratégie de sortie à 50%. Ok, alors vas-y, c'est bien. On peut faire la transition, là, c'est parfait. Alors déjà, pourquoi 2030? Et puis après, parle-moi de ta stratégie de sortie, comment tu as vu ça? 2030, parce que avec le marché traditionnel, j'ai la preuve que... j'ai eu la preuve qu'à chaque 7 ans, je doublais mon argent. Ok. Donc, j'applique ce que j'ai appris avec la crypto. Là, on est quoi? 6, 7, 8. Donc, au fait, avec la crypto 2030, ça va m'avoir donné 10 ans de plus. Puis, j'ai pas le goût comme je disais, c'est de l'argent que j'ai pas de besoin. Donc, est-ce que je vais le vendre parce que on va dire que j'ai mis 20 000. Si j'ai 40 000, j'ai doublé. OK, je prends mon argent. Ben, dans 10 ans, si mon 40 000 aurait valu 200 000, je vais me taper sur la tête. Fait à la place, j'ai décidé de juste y aller comme ça.
2030, ça, puis il y a aussi Ark Invest avec la dame Cathy Woods, ouais. Qui a fait que je suis aussi. J'en prends un peu de tout le monde, puis elle 2030 est assez. Puis au fait c'est un autre halving qui va avoir. Ça va être un autre cycle de liquidité qui va avoir en 2030. Donc je me dis, ok, dans les 12 dernières années, il y a toujours un nouveau cycle de liquidité. Donc je me dis, bon, un de plus, on va pouvoir emballer plus. Puis en même temps, mon but ultime, c'est de dépenser ma crypto en crypto. Ce n'est pas de la sortir en fiat. C'est pas de prendre le profit. Ah, ça, c'est intéressant. Comme mes odds, qu'est-ce que je veux faire? C'est juste les switcher, prendre le profit, prendre du Tether ou peu importe, attendre que ça redescende un peu, racheter du Bitcoin. Puis, parce que je suis convaincu aussi, ça c'est l'autre truc, mon planificateur financier n'est pas là-dedans du tout. Mais je suis convaincu que dans les 10 prochaines années, ils n'auront pas le choix de s'ajuster parce que les gens vont vouloir de la crypto. Mm-hmm. En ce moment, si tu veux prendre des profits sur ta crypto, il faut que tu la vendes. Donc, tu vas payer des gains capital. OK? Qui est 37% sur 50% de ce que tu as fait. Donc, moi, mon but, c'est d'attendre jusqu'à temps que mon planificateur financier puisse accepter ma crypto, que je puisse la placer dans la transférer. Je suis convaincu que je vais pouvoir la transférer dans le monde traditionnel sans faire une vente pour payer mes gains capital dessus. Parce que le but, au fait, c'est d'avoir le plus de crypto possible, que ça monte, prendre l'argent, le mettre dans des placements à dividendes, puis après ça, que tu aies les dividendes qui rentrent. Alors ça, dis-moi si je me trompe, mais je sais qu'en France, par exemple, nous, tant qu'on reste dans l'univers crypto, d'une certaine façon, on ne paye pas d'impôts, et c'est quand on revient en fiat que là, on est imposé sur la plus-value. Au Canada, je crois que si je fais un move même mettons, de Bitcoin à Ethereum, automatiquement, cette plus-value-là, je dois la déclarer et du coup payer. Bon, on va peut-être pas faire un épisode sur les impôts, mais ça veut dire du coup sur tes 16 projets, si toi tu fais de la rotation et que tu engendres une plus-value, même si tu n'es pas retourné en fiat en tant que tel, tu pourrais potentiellement avoir à payer tes 37% et quelques que tu disais. Ah, ça, tu vois, j'ai pas été jusque-là. Moi, je le vois exactement comme le marché traditionnel. Si je vais dans mon CELI ou dans mon REER et je fais des moves comme ça, je n'ai pas à payer tant que l'argent n'est pas sorti du REER. Donc, ou du CELI, parce que j'ai tradé beaucoup avec mon CELI. Donc, moi, la même règle est applicable à la crypto. Voilà, ce qui en passant se fait sens. Hein. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus logique de raisonner comme ça, mais en tout cas, après, un point à vérifier à ce niveau-là. Oui, puis après, la beauté de la chose, c'est que j'ai de la crypto, mais on a la crypto qu'on veut bien montrer. Le but, c'est décentraliser le truc, donc c'est pas, comment dire. Encore une fois, je reviens à c'est notre argent, c'est à nous. Alors, on a le contrôle sur nos trucs. Tu m'offres la transition parfaite et je voulais aussi qu'on aborde ça parce que pour l'instant on a parlé du Bitcoin et de la crypto plutôt comme une enveloppe, on va dire, plutôt côté financier, d'investissement pour faire engendrer des plus-values. Mais derrière, et à plusieurs choses que tu as dit, quand tu parles peut-être du futur, de comment la crypto pourrait s'intégrer à notre société en ce moment, ou quand tu parles de l'argent du peuple, etc. Toi, là-dessus, c'est quoi ta vision de la crypto? Est-ce que donc c'est juste une opportunité financière ou est-ce que derrière, ça vient toucher des valeurs à toi et tu as envie de voir certains, peut-être le rêve de Satoshi se concrétiser? Bon, plus jeune, j'ai toujours été un petit punk anarchiste. Le gouvernement, ça a toujours été un love-hate relationship, dans le sens qu'on a besoin du gouvernement. On peut pas... tous ceux qui chialent à bas le gouvernement, d'un matin, il n'y a plus de gouvernement, là, ça l'irait mal. C'est la guerre civile. C'est exactement. Donc, il y a des points positifs, ça c'est sûr. Par rapport à la crypto, c'est plus mon côté... Enfin, je contrôle mes choses. Je suis 100% à l'aise d'avoir mes private keys, puis de stocker ça moi-même, puis je suis 100% à l'aise de faire ça. Donc, le rêve de Satoshi, oui, que n'importe qui a un téléphone puis qui a un accès Internet, qui peut maintenant acheter du Bitcoin, qui peut avoir de l'argent avec lui, qui n'ont pas accès à une banque, ou qui ont un gouvernement tellement pourri qu'ils n'ont absolument rien. Je trouve ça incroyable, clairement. Puis c'est un peu une des raisons pourquoi mon Bitcoin, je veux pas le vendre.
Bitcoin, je vais juste, j'y vais à la Michael Saylor là-dessus. Je vais emprunter de l'argent sur mon Bitcoin, mais je vais jamais vendre mon Bitcoin pour. Je veux le garder pour le dépenser, pour le faire circuler. J'ai un client, au fait, une petite anecdote de Vas-y. tatouage. En fait, de tatouage et de peinture. Parce que j'ai un client qui m'a acheté un tableau à la galerie seulement en Bitcoin. Nice. Donc, Maintenant, ça, tu acceptes direct. Hein. J'accepte Bitcoin et Ethereum, ça fait 3 ans. Et j'ai tatoué un monsieur, on pourrait jamais, jamais s'en douter. Le mec, c'est un hippie total. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il fume des pétards et il marche, il se promène, il chill, tout ça. Mais c'est un programmeur qui a, je me souviens plus du nom du protocole, mais il a créé un des premiers protocoles pour miner du Bitcoin et d'autres cryptos. Et lui, il avait un pourcentage de ça. Et il a donné, le protocole il est encore utilisé, il l'a donné à la communauté. Il s'est mis multimillionnaire avec le Bitcoin et il minait ça quand c'était à peine $1. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il va dans les marchands qui acceptent la crypto. Donc, c'est pour ça que je l'ai tatoué. Il m'a trouvé sur mon Twitter parce que je dis que j'accepte le Bitcoin. Donc, le tatou, il paye seulement avec du Bitcoin. Il va sur Amazon, il achète des gift cards. Tu peux acheter maintenant les gift cards avec Bitcoin. Et il va vendre les gift cards à des amis pour payer d'autres choses. Donc lui, il croit vraiment au truc et il veut absolument alimenter cette vision-là de la société. Lui, il dépense. Il fait. C'est un peu le truc que je trouve qui est cool avec lui, c'est qu'il est vraiment dans l'esprit. Il faut se l'échanger. Si tout le monde a le Bitcoin continue à monter, puis tout le monde le garde comme ça sert à rien. Le but, oui, je dis que je veux pas le vendre. Je veux l'utiliser, mon Bitcoin. Ouais. Mais en ce moment, c'est pas le temps. Je pense que utiliser son Bitcoin, ça va être dans le moment où il va avoir une énorme stabilité dans les marchés, puis que sur 20 000 tokens, il va en avoir 19 075 qui vont être morts, puis qu'on va avoir les top 600 ou un truc comme ça. Je sais pas où que ça s'en va, mais c'est ça, c'est le but. Le but ultime, je pense, c'est ça, c'est de dépenser, de pouvoir s'échanger le Bitcoin. Ça me rappelle l'anecdote des 2 pizzas qui ont été achetées. C'est officiellement la première transaction avec Bitcoin. Et c'est tout le temps le mime qui revient à chaque fois que le bull run repart. Et les gens disent, oh, la pizza a coûté je sais plus combien de millions. Mais au final, c'était 10 000 Bitcoins. 10 000 Bitcoins. Et en fait, tu te dis, c'est super cool aussi que ce soit la première transaction, et peut-être que s'il n'y avait pas eu l'achat de ces 2 pizzas, c'est le début d'une légende d'une certaine façon, et peut-être que personne n'aurait dit ok, ça sert à rien finalement, comme tu dis. Ouais, puis celui qui a donné les 10 000 bitcoins, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y en a encore sûrement. Beaucoup d'autres, tu sais, c'est ça. Il doit être bien le gars quand même, quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Ça m'étonnerait pas qu'il soit très, très confortable. Mais non, comme tu dis, c'est vraiment le début de cette histoire-là, c'est ça. Puis après, il y a aussi un côté, moi j'aime bien, parce qu'on est habitué, nous, à une monnaie inflationniste. Donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est la société de consommation. On va toujours vouloir consommer aujourd'hui plutôt que demain, parce que notre argent, demain, il vaut moins. Mais si on est sur le Bitcoin, on est sur une monnaie qui est déflationniste et donc du coup qui prend de la valeur avec le temps. Alors c'est sûr, plus que notre horizon de temps est long et plus c'est vrai, parce que des fois, le demain, ça vaudra peut-être moins qu'aujourd'hui, mais pour le court terme. Mais c'est intéressant parce que tu vois que ça repense notre relation à la consommation. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, j'en ai pas besoin, je vais attendre. Donc ça veut pas dire de ne jamais l'utiliser ou ne jamais le trader ou le dépenser, mais de le faire à un moment opportun ou quand tu as vraiment besoin des choses, parce qu'entre-temps, t'auras accumulé plus de wealth, en fait. La valeur de ce que tu auras sera plus grande. Oui, c'est l'entraînement, c'est l'entraînement, pardon, c'est l'investissement en soi, ça a toujours été ça, c'est de protéger son argent. Bitcoin, il est juste arrivé dans un moment où ce que les gens ils sont plus capables avec les finances traditionnelles, avec le gouvernement, tout ça. Mais ça a toujours été le but d'investir, c'est que son argent grandisse. Mais c'est un concept, qu'est-ce que tu viens de toucher là? C'est un concept tellement simple, mais quand on connaît pas ça du tout, ça paraît compliqué et complètement hors de portée. Comme, toi aussi, j'imagine que tu parles de Bitcoin avec des gens et tout ça. Moi, je parle de crypto à tous mes clients. 100% des personnes que je tatoue une personne par jour. Je parle à tout le monde de crypto. Je pense que j'ai fait avaler à 10 personnes la Red Pill déjà. Mais les gens qui je suis pas sûr, mais moi, je peux pas perdre 100$. Ça me ferait chier de perdre 100$.
mais tu perds pas 100 pièces tant que tu n'as pas vendu. Mais juste ce concept-là, il est super difficile aux gens à avaler, C'est même vrai. quand les ETF vont exister, même quand c'est pas un gros pourcentage de la population qui ont des investissements. Juste Déjà, traditionnels, de base, c'est vrai. de base. Donc, imagine la crypto. On veut que les institutions rentrent dedans parce que oui, ça va gonfler nos portfolios incroyablement, mais ça reste, si je- on fait partie d'une élite parce que la crypto, c'est tellement, je sais pas, c'est quoi, 300 ou 400 millions de personnes en ce moment qui Hmm. utilisent ça. Allez, ça va monter à combien? Le plus que ça va monter, je veux dire, ça montera jamais à tout le monde va acheter de la crypto, tout le monde, les gens vont toujours avoir peur un peu de l'investissement, mais aussitôt que les gens comprennent qu'est-ce que tu viens de dire là, l'argent, le Bitcoin, il y en a 21 millions, mais il est pas, Bitcoin, il baisse pas. Le stock est à 21 millions seulement. Ce sera 21 millions au maximum, ouais. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il brûle le Bitcoin? Ça, je t'avoue Non, que pour il brûle l'instant, pas le il brûle Bitcoin, pas. Ok, mais il faut savoir qu'il y a énormément de Bitcoin qui sont perdus sur des wallets où on a perdu la clé ou quoi que ce soit. oui, donc oui, il Donc déjà, brûlait de base, d'une certaine façon. façon, il y en a même pas 21 Ouais. millions en vrai, tu vois. Oui, c'est vrai, t'as raison. En fait, il y a 21 millions de Bitcoin, mais sur la planète, il y a 56 millions de millionnaires. Il n'y a pas Mais donc assez, déjà, il y en donc a il n'y a pas assez pas pour tout le assez. monde. Donc si toi Ouais. aujourd'hui, tu as un Bitcoin et tu dis, ce serait pas déconnant pour un millionnaire de dire, bah, je veux un Bitcoin, voilà, c'est un petit hedge contre l'inflation, que comme j'aurais des ETF de l'or, bah, je vais avoir un Bitcoin. Et bah, déjà là, c'est pas possible. Donc le prix, il va falloir qu'il il s'ajuste en conséquence. Ah, puis aussi, les 3 autres millions de Bitcoin, c'est en 2140. Ouais, Je ouais, non, crois qu'ils on verra seront pas le relâchés. dernier. Ouais. Non, clairement pas. Ça serait cool, par exemple. Ça Moi, serait cool, j'aurais aimé, ouais. j'espère vivre le plus vieux possible. J'espère vraiment vivre jusqu'à 90 ans, au moins un autre 50, là, juste pour voir où ce que ça va être rendu, tout ça. Je trouve ça absolument incroyable. Alors tu penses que ça, on va être où? On invente, là, on part dans le fictif. C'est quoi pour toi le futur là-dessus? Est-ce que tu vois un monde où on serait tout dans la crypto? Il y en a qui disent que les fiat vont coexister avec la crypto. Comment toi tu vois ça? Je pense que les fiat, au fait, ça va juste disparaître l'argent en cash. Ça commence déjà à disparaître hein, avec les transferts Interac, les trucs comme ça. Donc, ça fait longtemps. Si- les gens souvent ils disent ouais mais le Bitcoin tu peux pas y toucher. C'est où le Bitcoin? Oui mais tu payes quand tu le reçois déposé dans ton compte puis après que tu payes avec ta carte tu y touches pas non plus. C'est exactement le même concept. C'est juste que c'est pas géré par le gouvernement. Donc oui je pense que je crois pas que Bitcoin va devenir la monnaie internationale. Je crois qu'il va prendre une très grosse place comme l'or. Hein, je pense que ça c'est un peu un narratif qui est assez commun. Là, comme le Bitcoin, c'est l'or, Ethereum, c'est l'argent. Mais je crois pertinemment que les fiat vont disparaître. Ça j'en suis convaincu. Mais il va y avoir la crypto du gouvernement qui va Voilà, aller c'est la ça. Il va y remplacer. avoir les CBDC, Simplement. comme on dit là, les Central Ouais. Bank Digital Currency. Oui, parce que il Ils en parlent déjà y a hein. En Europe, toujours. là, ça a été voté, hein, je crois. Donc ça s'en vient là, Oh, aux États-Unis, ils n'en veulent pas, par exemple. pour Mais l'instant. Mais c'est une pour évidence. l'instant, Pour moi, c'est l'ordre normal ouais, des choses. je suis assez d'accord. On a toujours vu, toujours vu, je veux dire, je sais pas pour toi, mais tu as déjà vu une personne âgée devant un guichet automatique qui était fâchée parce qu'il savait pas comment ça fonctionnait. Mhm. Le guichet automatique était une nouvelle technologie. Donc, je crois que les gens qui embarquent pas dans Bitcoin en ce moment vont devenir ces vieux-là devant un transfert ou peu importe, qu'il va falloir leur montrer. Je pense que c'est juste une évolution naturelle des choses. Autant qu'il y a des personnes âgées qui sont capables d'utiliser un guichet automatique, qui sont capables d'utiliser Bitcoin, qui sont capables de faire les transferts. Il faut juste s'intéresser à l'évolution, à la technologie. Donc, je pense que la fiat, oui, va disparaître parce qu'on est dans un enfant de 5 ans là, en ce moment là, verra jamais un portefeuille dans ses poches. Quand il va être rendu à 20 ans, là, ça va juste être payé par carte. Tu sais, je veux dire, c'est pas. On est déjà là. Donc, moi, je pense qu'un 20 ans de plus, maximum, les fiat vont disparaître.
Ah, super, j'aime bien ton analogie avec les nouvelles technologies, effectivement. Je pense que tu t'en as parlé aussi très brièvement tout à l'heure. Tu as dit, moi, je suis très à l'aise d'avoir mes clés, mes keys de mon côté, je gère. Et je pense que c'est ça aussi un des enjeux au niveau de l'adoption, c'est que aujourd'hui, moi, je constate, malgré moi, et ça me rend assez triste, en fait, c'est que beaucoup de gens sont pas prêts à prendre leurs responsabilités. En fait, les gens aiment bien se faire assister. Par exemple, j'oublie mon mot de passe, bah, je peux C'est pas redemander. triste, c'est pas triste, Ouais, ils ils ont ont été été conditionnés à Ouais, ça. ils ont été C'est conditionnés ça. à ça, exact. Et donc moi, à chaque fois que je parle, par exemple, voilà, des wallets que j'utilise ou quoi que ce soit, on me dit tout le temps, ah ouais, mais si tu perds ton wallet, du coup, mais calme-toi. Genre, c'est comme si tu avais un lingot d'or chez vous, tu voudrais pas le perdre, donc tu mettrais en place un certain nombre de choses pour que ça n'arrive pas, tu vois. Et encore, tu peux avoir beaucoup plus de backup de Après, sécurité si tu gardes un lingot avec d'or à un. la maison, t'es un peu con, hein. Non, non, c'est ça. Mais je pense qu'après comment dire, ces frictions-là, elles seront de plus en plus, voilà, ça va être de plus en plus géré. Le UX, en fait, l'interface utilisateur, elle va être beaucoup plus simplifiée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour quelqu'un, tu vois, moi-même, je me suis aventuré un peu dans la DeFi, dans les pools de liquidité. C'est vrai que, et pourtant, je connais un petit peu. Mon petit frère qui connaît bien, il m'a montré. Bah, ça reste quand même assez. Il y a beaucoup de frictions, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Et c'est vrai que c'est pas forcément 100% évident. d'accord. C'est la chose qui Ça m'avait doit changer, empêché tu au vois. début. C'est la chose qui m'avait empêché au début d'investir dans Bitcoin. Et c'est quand j'ai découvert, quand j'ai vraiment rentré, c'est quand que ShakePay, Mhm. l'application ShakePay au Canada a sorti. J'ai fait, OK, c'est simple. C'est un transfert Interact de mon compte au truc. Là, après ça, j'étais capable. Là, j'ai vendu un peu, j'ai essayé. Et là, ça m'a mis vraiment à l'aise. Mais c'est comme n'importe quelle nouvelle technologie. Faut que tu t'habitues, tu l'essaies, ouais. faut juste commencer, il faut juste l'essayer. Puis, Mais je c'est, trouve que c'est, de reprendre cette responsabilité sur nos finances, et même moi, alors moi j'ai commencé quasiment en crypto. En fait non, je peux pas quasiment. J'ai commencé en crypto. J'ai le traditionnel, j'en fais même pas actuellement. Je suis à 100% en crypto. t'as Mais jamais fait traditionnel? je pense que j'avais des actions Apple parce que je bossais là, ils m'en avaient donné. Après OK. tu vois, j'étais, bon bref. Tu sais, moi, je suis sorti de mes études, je suis parti en voyage, j'ai kiffé ma life, j'ai fait plein de conneries, mais j'avais toujours une épargne, mais pas une épargne que j'investissais sur les marchés. Et en France, la culture est très différente. On n'a pas de système de retraite par capitalisation, même si on y va. Donc, la plupart des gens, en fait, c'est plus, on compte sur le système, on compte sur le gouvernement pour me payer ma retraite quand je serai plus vieux. Et on voit bien là aujourd'hui qu'il y a des accros parce que ça sera juste mathématiquement pas possible. Mais tout Clairement. ça pour dire que la crypto, en fait, m'a amené à me poser tout un tas de questions sur c'est quoi la création monétaire, quel est l'impact, l'effet cumulé, les investissements et tout un tas de knowledge qui sont super intéressants à avoir. Et tu vois là par exemple au Salvador, ils savent que ça passe par l'éducation. J'aurai d'ailleurs une personne qui va venir sur le podcast qui va nous en parler parce que lui il est d'origine salvadorienne et il me disait que à partir du janvier de l'année prochaine, ils vont enseigner le Bitcoin dans les écoles primaires. Donc ils ont C'est compris malade. en fait. Moi, c'est là que je trouve que c'est incroyable l'effet secondaire du truc, c'est que les gens vont devenir plus conscients financièrement. On dit tout le temps, on a une mauvaise éducation financière. Le Bitcoin t'oblige à remonter ton niveau là-dessus et être à jour parce que voilà, il y a des On vrais a, enjeux. on n'a pas une mauvaise éducation financière, on n'en a pas. On en a juste pas. Ouais. On en a pas. C'est tout. C'est à l'avantage du gouvernement de créer ces petits robots à l'école. Tu sais, moi, je me souviens à l'école, on me montrait comment faire de la tarte dans un cours d'économie. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire de la tarte? Tu sais, on avait appris. Tu sais, je veux dire, un cours de cuisine, oui, dans la vie, OK, ça peut, En mais pratique, mais ouais. les finances, C'est plus on important. s'entend. Quoi. Les finances, c'est quand même juste un petit peu. Mais maintenant, à l'école, ici aussi, ils le font. J'ai tatoué un jeune de 18 ans, puis il me disait que à la fin de son secondaire, au fait, il y avait comme une espèce de cours parascolaire que tu pouvais prendre à côté, puis tu faisais des faux investissements, puis tu apprenais là-dessus. Donc, ça commence tranquillement. Tu avais un faux portfolio, tu commençais avec 10 000 balles, puis tu le gérais comme tu voulais, puis à la fin de l'année, tout le monde se montrait de ça. Ah, Fait c'est que c'est quand intéressant. même cool. C'est quand même cool qu'ils commencent à le faire. Mais je pense que, encore une fois, tu as mis le doigt dessus. C'est Bitcoin qui a amené ça parce que Mm. les jeunes se sont intéressés plus à ça parce que de quoi? C'est cool, c'est un peu anarchique, c'est technologique. Je pense que tout ça a fait que les gens ont fait, bon, OK, on va s'intéresser un petit peu plus à ça. Donc, après ça, les adultes, il faut qu'ils se réveillent. Hein? Il faut qu'ils créent un peu faut qu'ils créent un peu la structure autour de ça. Non, ça va être intéressant les prochaines années à voir le développement de tout ça parce que ils voulaient rien savoir.
Ils riaient de tout le monde. Maintenant, après ça, ils ont essayé de dire que fallait pas, le Bitcoin c'est mal, la crypto c'est mal. Là, maintenant, c'est bon, ok. Mais au Canada, il y a déjà des ETF. Ça fait une couple d'années. Ouais, carrément. Et puis ça l'a pas fait monter le prix tant que ça. Non, J'ai pas tant hâte que de ça. voir, À quel j'ai hâte de point? Ouais. voir aux États-Unis, même si, parce que les gens disent, quand que l'or, maintenant je Quand il y a eu vais l'ETF de parler, l'or, il est parti. il est parti, mais il a quand même redescendu beaucoup. Puis c'est pour ça que le mec que je suis, BC Backer, que je te parle, lui, il dit que l'ETF, il s'en fout complètement. Hmm. D'un, il dit que ça arrivera pas. Quand ça va être là, il va y croire. Mais lui, il est convaincu que ça arrive pas maintenant. Mais aussi que c'est pas nécessairement ça qui va faire décoller en fusée Bitcoin parce que il y a beaucoup de gens qui vont vendre quand ça va se produire. Donc, ça va faire, oui, ça va monter, mais il va y avoir une grosse pression de vente aussi en même temps. Fait que je pense que ça va peut-être pas monter autant qu'on le Autant qu'on pense. pense. Ouais. Encore une fois, écoute, c'est mon humble opinion Non, non, mais de c'est gars cool. qui achètent du Bitcoin, là, on s'entend, c'est pas... mais bon. Et il y a un dernier point sur lequel je voulais t'entendre parce que t'es un artiste, tu fais de la peinture, t'en as parlé tout à l'heure, tu fais du tatouage, bon, je sais que tu fais de la photo et de la vidéo. Par rapport à la crypto, bon, je pense au NFT, c'est le raccourci facile. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as exploré un petit peu ce côté d'authentification numérique pour pouvoir, je sais pas, que ce soit où, peut-être pouvoir échanger tes œuvres d'art à un autre niveau, de façon dématérialisée et peut-être avec des gens à travers la planète? Ou est-ce que tu n'as pas trop exploré ce côté-là? J'ai le, le côté... Il y en a qui aimeront pas ce que je vais dire là, Vas-y, vas-y. mais Non, mais c'est pas grave, je m'en fous. Le gros côté cash qu'il y a eu du NFT, mon Dieu, ça m'a attiré. Donc oui, j'ai commencé à regarder un peu comment ça fonctionnait. Euh, on va parler du Bored Ape ou PP ou toutes ces affaires. Pas PP, non, c'est un token, excuse-moi, mais Bored Ape, puis il y en a un qui m'échappe. bah, les Mais CryptoPunk, par exemple. ouais, CryptoPunk, exactement. Ouais. J'ai PP, mais c'était Punk que je voulais dire. Bon, donc ces NFT-là, je comprends le côté NFT, le côté échange par blockchain, tout ça. OK, ça je comprends. Donc, si je te vends ma maison, ben on n'a pas besoin de toute la paperasse autour. D'un Regarde, je te notaire, vends à ma côté, maison, machin. Ouais. t'as pas de notaire, pas rien, c'est réglé. J'adore ce côté-là. Je voulais rentrer dans le NFT, mais là, moi, créer des petits trucs comme ça me tente pas. C'est assez classique ce que je fais en peinture. Donc, je voyais pas, ça me tentait pas tant. Quelqu'un qui achète, entre toi et moi, quelqu'un qui achète 400 000 balles, un truc JPEG sur un ordinateur, pour moi, il y a un peu un truc de louche. Regarde, j'ai de la misère. Ce côté-là, non, il y a de quoi qui marche pas. Mais après, j'ai pas fait un deep dive dedans comme j'ai fait avec le reste de la crypto. J'imagine que là, c'est mon côté un petit peu plus traditionnel qui ressort par rapport au NFT. Mais c'est sûr que j'ai pas abandonné l'idée complètement, parce que j'aimerais en faire avec des bonnes photos, avec des Mhm. tableaux, des trucs comme ça. Je pense que ça serait cool. Ça reste à voir, mais j'attends encore que ça se développe, on va dire, le marché du NFT, que ça devienne un petit peu plus clair avant que je rentre dedans plus sérieusement. Cool. Ah bah tu me tiendras informé là-dessus parce que c'est vrai que moi je t'avais associé à ça et j'aime bien la facette que je découvre chez toi où t'as quand même un côté comme tu dis un peu traditionnel mais en même Ouais. temps t'es quelqu'un de curieux qui explore, qui a pas peur de mettre les doigts dans le cambouis ou dans la peinture et d'essayer comme ça d'explorer C'est d'avancer comme ça là-dessus. qu'on Tu sais. évolue, c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Moi, je me suis toujours dit à un jeune âge que je serais jamais le vieillard devant un guichet automatique qui sait pas comment que On ça y revient à fonctionne. lui. Ça c'est sûr que je serai jamais cette personne-là. Bon, je pense que ouais non, tu le seras pas effectivement. Oh, on devrait être Dans correct. cette ligne-là, tu vas être correct. J'aurais une dernière question pour toi. Donc voilà, comme je t'expliquais, moi avec cette chaîne, l'objectif c'est aussi du coup de rencontrer des hommes et des femmes qui évoluent dans l'écosystème de la crypto-monnaie et d'avoir un maximum de, comment je dirais, d'échos par rapport à ça, comment eux ils vivent la crypto, etc. Est-ce que toi dans ton réseau, il y a quelqu'un que tu connais, que tu aimerais me présenter pour que je puisse l'interviewer sur un prochain épisode dans la chaîne? Oui, tout à fait. J'ai fait quelques appels et Ouais. il y a celui qui m'a introduit à la crypto, en fait.
OK. Monsieur, son nom c'est Marwan. Donc oui, je vais vous mettre en contact pour une entrevue avec lui quand ça va vous convenir. Il m'a spécifié de te dire qu'il était un peu comme un 2 par 4 en entrevue. Donc, il va falloir que tu le travailles. Parfait. Je vais développer mes skills Voilà. d'animateur. Ok, bah écoute, c'est parfait. Je pouvais pas demander mieux quelqu'un qui t'a introduit du coup à la crypto. Donc, on va pouvoir. Et t'as gardé une relation avec lui, un peu de mentorat là-dessus. Est-ce qu'il continue de suivre ton parcours ou est-ce que t'es parti? Ah oui, absolument. Ok. En fait, c'est lui, c'est celui que j'ai tatoué qui m'a payé avec du XRP. Ah, ok. Oui, on se parle. Ça fait, je pense, son premier tatou, ça fait 4 ans. Ok. 4 ans ou 5 ans. Et on se parle toutes les semaines, pratiquement, de crypto. Puis il a passé, on a été manger dernièrement, puis évidemment, on parle juste de ça. Puis il m'a quand même dit qu'il était surpris du chemin que j'avais pris, parce que je suis capable d'avoir une conversation avec lui. Lui, il est vraiment calé, hein. On s'entend, là, c'est un next level guy. Mais je suis quand même capable de tenir une conversation avec lui. Il était quand même assez impressionné parce que malheureusement, comme tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont faire « Ah oui, c'est cool », mais aussitôt que ça descend, ils ont peur puis ils s'en vont, tu sais. C'est un peu... Mais moi, tu vois, non, il est très, très cool. Maintenant, c'est toi qui types les gens en crypto depuis. Non, pas encore, parce que je la garde en ce moment. La nouvelle, ouais, c'est ça. On typera en 2030, c'est bon. Mais j'ai quand même j'ai 3 clients que j'ai tatoués, que je leur ai parlé de crypto, et pendant que je faisais le tatou et tout ça, dans le processus du tatou qui prend, je fais des grosses pièces, donc ça prend quelques mois des fois, ils ont payé plus que la moitié de leur tatou en profit crypto qu'ils ont fait. Donc c'est quand même cool d'avoir quelques success stories comme ça aussi. C'est bon. Moi, je te paierai peut-être un tatou un jour en crypto. Je suis sûr que oui. Ça sera intéressant, man. Et ben, je te laisse peut-être le mot de la fin ou le conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui nous entend, qui a écouté l'interview jusqu'au bout et qui se pose des questions. Peut-être lui est pas encore passé à l'action, lui ou elle, et il souhaite le faire, mais sait pas trop par où commencer. Est-ce que tu as un conseil peut-être que tu souhaites partager, que tu aurais aimé qu'on te donne, peut-être plus jeune? Ça, c'est le conseil. Je pense que c'est un conseil universel que tout le monde dit tout le temps, mais que personne n'écoute et que tout le monde a peur. De un, faut être patient. Parce que oui, des passes de cash, c'est sûr que si quelqu'un fait une passe de cash avec un meme coin, puis que, oh wow, il a investi 1000 piastres puis il a fait 3 millions, de courir après ça, faut être hyper chanceux pour que ça arrive. Et si tout le monde t'en parle, ça veut dire que c'est déjà passé. Donc, si tu veux faire une passe de cash en crypto, fais tes devoirs. Il faut vraiment que tu es vraiment à fond dans les tokens et que tu fasses une recherche vraiment deep. Sinon ça marchera pas. Donc, la patience, la recherche, c'est super important. Et en fin de compte, de pas courir le fameux FOMO, là. Ouais. De pas courir, investis l'argent que tu peux perdre, puis amuse-toi avec, contrôle tes émotions. Donc, je viens de te donner plusieurs conseils. Ah, c'est parfait. Celui qui est plus important pour moi, c'est le contrôle de tes émotions. Quand ça descend, achète ou fais rien. Quand ça monte, fais rien ou vends. Ça, c'est la base de l'investissement. C'est élégant par sa simplicité. On aime ça. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Joe. J'apprécie beaucoup le temps que tu m'as consacré aujourd'hui et puis pour tous les beaux conseils que tu as pu partager également. Donc je te remercie à toi de m'avoir reçu. On va garder le contact de toute façon, on se revoit bientôt et puis on fera peut-être un interview quand le bull run sera bien enclenché, bien avancé et puis on pourra revenir sur certains points. Je t'invite dans mon shop et on se fait une petite session crypto. Good, super, on va faire ça. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout l'interview. C'est l'heure de l'appel à l'action. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous voulez manquer aucun interview de ce qui s'en vient. On va avoir la chance du coup de rencontrer le mentor de Joe. Et puis je vous laisse également donc liker et partager la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne. Merci encore à tout le monde et puis je vous dis à très vite.